terrible excitant. Un entêtant opium, une sorte de poison qui irrigue l'esprit d'un questionnement sans fin, sème en lui une irrémédiable obsession, de celle que l'on ne peut terrasser qu'en répondant à la question qu'elle pose et qui, sans cette résolution, consume lentement l'individu de l'intérieur, le ronge jusqu'à en faire leur chose. La terreur et l'obscurité s'aiment comme deux femmes maudites qui se donnent l'une à l'autre à la faveur des ténèbres. La nuit si apaisante pour les âmes que la mélancolie, par son grand œuvre au noir, a rendue sereine, est, pour d'autres, source de l'angoisse terrible. Celle qui naît non de la vision directe du mal, mais du sentiment du mal, de la sensation que dans l'ombre obscure se tapit quelque chose. Mystérieuse et terrifiante comme la nuit, les sociétés initiatiques ont, depuis qu'elles existent, tout comme elles, à la fois suscité une étrange fascination et une terreur sourde. Par leur fonctionnement basé sur le secret, elles tissent en effet un voile opaque comme les ténèbres, un voile indéchiffrable, infranchissable, qui sépare le monde des hommes en deux catégories bien distinctes, les initiés et les profanes. Les initiés sont ceux qui ont été admis à la connaissance des mystères, qui sont passés à travers le voile du secret, à qui leurs semblables ont donné une connaissance occulte qui les a à jamais transformés. Leur initiation a marqué pour eux le commencement d'une nouvelle existence. Le terme latin, initiare, initié au mystère, dérive de initium, commencement, début. Les profanes sont ceux qui n'ont pas reçu cet enseignement. Ils se tiennent à l'extérieur de l'espace sacré du mystère. Formé à partir des deux termes pro, devant, et fanum, lieu consacré, le latin profanus porte en lui cette exclusion. Le profane est celui qui n'entre pas dans le temple ou la grotte initiatique. Il ignore tout de ce qu'il s'y passe, de ce qu'il s'enseigne, de ce qu'il se révèle par-delà cette fantastique limite. Que savent donc les initiés qu'ignorent les profanes ? C'est de cette question que naît l'étrange magnétisme des sociétés initiatiques. L'indéchirable voile. L'étoffe que nul regard, s'il n'a reçu la lumière de l'initiation, ne peut percer. L'indestructible séparation entre deux types d'hommes qu'il signifie ont engendré un seuil terrible. Il suscite l'interrogation et engendre la peur. Tout dépend de qui se tient devant lui et tente d'en percevoir l'au-delà. Il est comme un miroir aux pouvoirs occultes dont le cadre d'argent serait couvert d'incompréhensibles symboles. Les âmes sereines se demandent quelle connaissance supérieure se cache derrière le voile. Les âmes inquiètes craignent ce que cet inaccessible dissimule. Leurs angoisses, telles des bêtes affamées, se nourrissent de ces questions irrésolues et grossies de cet avide festin, peignent d'affreuses fantasmagories. De toutes les sociétés initiatiques dont le seuil infranchissable a fasciné la masse profane, la franc-maçonnerie est certainement la plus connue. Depuis son apparition, elle n'a cessé de susciter interrogations, fascination, crainte et suspicion. Qu'est-elle exactement ? D'où vient-elle ? Ces questions sont devenues d'autant plus saisissantes que son histoire véritable s'est longtemps perdue dans les méandres de la légende. Comme toute société initiatique, la franc-maçonnerie s'est en effet, dès son apparition, dotée d'une origine mythologique. Et très vite, d'origine mythologique au pluriel. Car la maçonnerie, comme tout groupe humain d'ampleur, n'a jamais été une. Elle est à l'image de l'évolution humaine, un arbre foisonnant, aux multiples branches, et donc aux multiples regards sur elle-même. Pour les uns, elle aurait été fondée par Hiram, l'architecte du temple de Salomon. Pour d'autres,
Elle serait une émanation occulte de l'ordre des Templiers qui aurait secrètement survécu à sa destruction. D'autres encore ont cherché son origine en Égypte. Enfin, d'autres lui ont attribué une naissance antédiluvienne, lui donnant Noé, voire Dieu, pour créateur. Ceux que le mystère pénètre marchent sur ces chemins dérobés à la recherche d'une histoire oubliée, d'un secret qui aurait traversé les siècles. Pour les historiens, en revanche, les origines de l'ordre ont quelque chose de bien moins fantastique. Dans leur regard, la franc-maçonnerie apparaît en Angleterre dans la communauté des tailleurs de pierre du Moyen-Âge. Sur les chantiers des palais et des cathédrales se distinguent deux types d'ouvriers, chacun dévolu à sa tâche. Premiers à travailler, les Rough Stones Masons taillent grossièrement la pierre en blocs rudimentaires. Interviennent ensuite les Freemasons. Il s'agit d'ouvriers formés pour tailler finement la pierre. De la pierre brute, ils tirent la pierre d'ornement. La roche, sous leurs mains habiles, prend la forme de rêves mystiques. Des visages, des fleurs, des corps, des créatures jaillissent du minéral transmuté en poèmes métaphysiques. Cet art de faire parler la pierre nécessite un enseignement entouré de secrets. Il est transmis de Freemason à Freemason au sein des loges, abris mis à la disposition de ces apôtres de la beauté pour se restaurer et se réunir. Des textes, appelés aujourd'hui Old Charges ou Anciens Devoirs, vont codifier les rapports entre Freemasons, insistant notamment sur la notion de serment. Leur pratique subtile, transmise de maître à disciple, ne peut être dite à tous. Le plus ancien de ces écrits fondateurs est le manuscrit Regius, daté de la fin du XIVe siècle. Là serait le germe de la maçonnerie. Mais d'où venait le pollen qui prit vie à la faveur des grands chantiers médiévaux? D'où venait cet art des tailleurs de pierre et des bâtisseurs de cathédrales? Saisir l'histoire de la maçonnerie est plus compliqué qu'il n'y paraît. Car dès le Regius, la science des tailleurs de pierre, des maçons opératifs, se donne une origine ancienne. Un fondateur mythique. C'est ainsi que le clerc Euclide a inventé cet art de la géométrie sur les bords du Nil. Il enseigna dans toute l'Égypte et en divers pays, de tous côtés. De nombreuses années passèrent avant que le métier arrive dans notre pays. Il arriva en Angleterre au temps du bon roi Athelstan. D'autres de ces textes regroupés sous le nom de Old Charges évoquent de plus anciennes origines encore, faisant remonter la science des bâtisseurs à l'ère antédiluvienne. Comme s'il devait toujours y avoir pour l'ordre deux histoires. L'une visible, discernable par des documents, sur jalons semés à travers le temps, ténus fil d'Ariane dans le labyrinthe d'une histoire perdue. L'autre, évoquée par des traditions tissées d'invérifiables récits où l'Égypte brille souvent comme un lointain soleil. La maçonnerie est prise entre ces deux colonnes, l'une palpable, l'autre intangible, et pourtant de forces égales. Pour sa partie documentée, l'histoire de ces corporations maçonniques premières ne se lit qu'au regard de l'histoire. Grande et terrible symphonie tantôt emportée et furieuse, tantôt calme et apaisée, qui donne aux êtres le ton de leurs existences. C'est elle qui, dans les années 1530, impulse un brusque changement dans la vie des Freemasons. Rompant avec Rome, Henri VIII, 1491-1547, s'autoproclame chef suprême de l'Église et du clergé d'Angleterre et donne naissance à l'anglicanisme. C'est l'arrêt brutal de la construction d'édifices religieux dans le royaume. En Écosse, en revanche, l'activité des loges perdure. C'est dans ce contexte qu'en 1583, William Shaw, 1549-1602,
maître des travaux du roi Jacques VI d'Écosse, 1500. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.